9e jour de la campagne électorale en Côte d'Ivoire, les différents candidats sont sur le terrain pour convaincre les différents électeurs. Les commissaires centraux de la CEI avec à leur tête le président Youssouf Bakayoko ont reçu aujourd'hui les représentants des candidats à la présidentielle. Lors de cette rencontre, les deux partis se sont parlé afin d'aplanir les différents points de vue. Et en Guinée, Alpha Condé est annoncé vainqueur de la présidentielle selon les derniers résultats provisoires du premier tour proclamés par la CENI. L'opposant Cellou Dalein Diallo appelle à des manifestations le moment venu. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Commençons tout de suite par ce drame qui s'est déroulé à Mina. Le bilan s'est alourdi à 52 pèlerins ivoiriens. 52 pèlerins ivoiriens ont donc péri dans la bousculade de Mina à la Mecque durant le Hajj 2015. 7 personnes sont toujours portées disparues. Ce bilan a été donné ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody lors de la cérémonie de prière et d'hommage aux victimes ivoiriennes de Mina. Le président de la République y était. Une journée de deuil national a été décrétée. 52 pèlerins ivoiriens ont perdu la vie dans la bousculade de Mina à la Mecque durant le Hajj 2015. On note à ce jour encore 7 disparus et plusieurs blessés. Ce bilan a été rendu public ce samedi matin à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'était lors de la cérémonie de prière et d'hommage à la mémoire des victimes ivoiriennes du drame de Mina. En présence du président de la République, Alassane Ouattara, une enveloppe symbolique de 500 000 francs CFA a été remise à chaque famille de victimes. Un appui pour les charges funéraires a indiqué le directeur général des cultes, Messamba Bamba. Reconnaissant cette marque d'attention de l'État à leur endroit, les familles de victimes, leur porte-parole, a exprimé leur gratitude. Sincèrement, merci à Monsieur le Président de la République pour sa présence à nos côtés et le soutien financier qu'il a bien voulu nous apporter, ainsi que les membres du gouvernement. Je ne saurais terminer cette intervention sans réitérer notre gratitude au cheikh Aïma Bouakari Fofana, à tous les guides religieux et à l'ensemble de la communauté religieuse pour leur constante assistance durant cette épreuve. Le cheikh Bouakari Fofana le dira, cette tragédie de Mina est avant tout une épreuve de Dieu qui ne doit en rien ébranler la foi du fidèle musulman. Face à de telles épreuves, dans la douleur qui en découle, nous devons avoir la force de nous surpasser positivement et dignement. Et c'est la preuve que nous sommes en train de donner actuellement à tous. Aux familles des pèlerins ayant perdu la vie, nous voulons dire qu'elles ne sont pas esselées dans leur affliction. Le chef de l'État, les imams et la Côte d'Ivoire tout entière les soutiennent. Au nom du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a présenté les condoléances de la nation aux familles, avant d'indiquer que la journée du samedi 24 octobre prochain a été décrétée jour de deuil national. Le président, pour la mémoire et l'hommage à nos disparus, a décidé de décréter la journée de samedi 24 octobre 2015, journée de deuil national. Le président adresse toutes ses prières pour le repos de l'âme de nos disparus et exhorte et prie le Tout-Puissant pour qu'il soulage toutes les familles et les accompagne dignement dans cette épreuve difficile. Que Dieu Tout-Puissant protège notre pays, qu'il protège les habitants de la Côte d'Ivoire. Le bilan général de la bousculade à la Mecque s'est encore alourdi à au moins 1753 morts, selon des chiffres donnés par 31 pays, ce qui en ferait la catastrophe la plus mortelle de l'histoire du pèlerinage musulman. Et c'était un reportage d'Ali Diarasouba. Les commissaires centraux de la CEI avec à leur tête le président Youssouf Bakayoko ont reçu aujourd'hui les représentants des candidats à la présidentielle. Lors de cette rencontre, les deux partis se sont parlé afin d'aplanir les différents points de vue pour une présidentielle juste et transparente. La CEI a par ailleurs annoncé l'utilisation de la biométrie pendant ce scrutin, nous dit Hamza Diaby.
Dimanche 25 octobre, dans une semaine, c'est l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Avant d'amorcer cette dernière ligne droite, le président de la CEI a tenu à rencontrer ce samedi les représentants de tous les candidats pour une discussion franche. L'innovation majeure lors de ce scrutin a été annoncée. Quand l'électeur va arriver, on va faire ce qu'on appelle l'authentification biométrique. Le soir, quand on a fini le comptage, les chiffres qu'on a obtenus pour chaque candidat, on les rentre dans la tablette et on transmet tout ça à une base de données qui sera ici. La biométrie va nous permettre d'avoir deux avancées majeures. La première, c'est d'éviter tout tricher. C'est éviter que quelqu'un puisse prendre la carte d'électeur de quelqu'un d'autre pour aller voter. Deuxièmement, la rapidité que ça va nous permettre d'avoir, que nous allons avoir avec les résultats. Donc c'est un gain majeur. Alors il y a certaines personnes qui confondent cette authentification biométrique et le vote électronique. On n'en est pas encore là. Lors de cette rencontre, une requête a été faite par l'ensemble des représentants des candidats. La distribution des cartes d'électeurs devrait commencer le 7 ou le 8 du mois. Et malheureusement, on a constaté une distribution effective le 12, même si le 11 déjà quelques localités ont connu une distribution. Alors, comme nous constatons que même si l'affluence n'est pas forcément un argument, mais il y a d'autres qui seraient en mesure de prendre leur carte d'électeur si effectivement le temps leur permettait. C'est pour cela que nous avons sollicité, nous avons souhaité que la CEI puisse tenir compte de ce petit décalage qui a eu lieu dans le démarrage de la distribution. Nous avons également été saisis par nos électeurs, ceux qui n'ont pas eu le temps de retirer leur carte d'électeur et qui demandent à la CEI en tout cas une prorogation de sorte qu'ils puissent retirer les cartes d'électeur. À cette question, Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, entend apporter une réponse très bientôt. 3000 observateurs sont agréés pour l'observation du scrutin, pour lequel 6 300 143 personnes constituent la population électorale. Et pour voter, il faut être muni de sa carte d'électeur. Ce samedi, dernier jour de retrait de cette carte, quelle est l'affluence sur le terrain? Les Ivoiriens sont sortis en tout cas un peu plus nombreux que les premiers jours de retrait, nous dit Hamza Diaby. Ce samedi 17 octobre, dernier jour de retrait des cartes d'électeurs. Les lieux de vote sont un peu plus animés que les jours précédents. L'affluence est assez nette comparativement aux autres jours. Dans les autres jours, les gens venaient, mais aujourd'hui, il y a plus d'affluence. Bon, peut-être comme aujourd'hui, c'est dit que c'est le dernier délai. C'est ce qui fait que les gens viennent plus aujourd'hui pour pouvoir avoir la dernière chance. Mais pourquoi avoir attendu le dernier délai pour faire le déplacement? Les électeurs disent n'avoir pas eu de temps libre en semaine pour se rendre dans les bureaux de vote. À cause du travail, je n'ai pas trop eu le temps pour venir retirer. Donc c'est aujourd'hui samedi que j'ai eu le temps. Je sais que c'est le dernier jour. C'est pour ça que j'ai accouru pour venir prendre ma carte. Je suis dans un domaine où j'ai pas assez de temps. Donc j'ai décidé depuis le premier jour, mais malheureusement, je n'ai pas pu. Aujourd'hui, comme il n'y a pas de travail, j'ai décidé de venir ce matin pour le retrait. J'ai accompagné ma grande soeur à venir retirer sa carte électeur. Je l'ai déjà fait pour moi. Et tout le temps, elle doit travailler. C'est aujourd'hui qu'elle a pu avoir le temps de venir. L'élection présidentielle aura lieu le 25 octobre prochain et qui veut y prendre part doit être muni de sa carte d'électeur. La commission électorale indépendante porte à la connaissance des électeurs inscrits sur la liste électorale que la distribution des cartes d'électeurs, initialement prévue pour prendre fin le samedi 17 octobre 2015, est prorogée jusqu'au mercredi 21 octobre 2015 à 17 h. Délai de rigueur. Il s'agit par cette mesure de permettre à un plus grand nombre d'électeurs de retirer leur carte et de pouvoir effectivement exercer leur droit civique le 25 octobre prochain. Tout en réitérant sa volonté d'organiser les élections inclusives et crédibles, la CEI compte sur le civisme de chacune et de chacun en cette période sensible du processus.
Nous sommes samedi aujourd'hui. Sachez que, comme tous les samedis, nous aurons la page culture. Notre invité est M. Samba Koné, journaliste, écrivain et ancien président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. Il vient de sortir un nouvel ouvrage intitulé « Information et désinformation », l'œuvre présentée comme un miroir tendu aux journalistes et aux politiques décortiques la presse ivoirienne en période de crise. Information et désinformation, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Mais tout d'abord, parlons de la présidentielle en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, cette présidentielle, on en a déjà parlé, mais cette fois-ci, il s'agit de la campagne électorale qui bat maintenant son plein. Aujourd'hui, samedi 17 octobre, cela fait 9 jours que les candidats à la présidentielle sont sur le terrain pour des meetings afin de convaincre le plus d'électeurs. La candidate indépendante Kwangwa Jacqueline Claire a stoppé hier ses activités de campagne pour préparer son passage à l'émission Face aux électeurs diffusée sur les antennes de la RTI. Notre reporter Léon Brou s'est rendu sur place au quartier général de la candidate indépendante à Daloa pour voir comment elle se prépare. Ambiance de fête au quartier général de campagne de la candidate Kwangwa Jacqueline Claire. Nous sommes à Daloa. Ces femmes sont venues dire leur soutien à la candidature de cet entrepreneur qui se veut engagé dans la course au fauteuil présidentiel parce qu'ayant à cœur d'imprimer sa marque à la gestion du pouvoir d'État, une marque que la candidate indépendante dit être contenue dans son slogan de campagne « Gouverner autrement avec Claire pour y voir plus clair ». Nous avons 32 régions. Il faut que tout le monde se retrouve dans ce gouvernement. Vous comprenez? Et voir clair, ça veut dire que nous avons l'opinion internationale qui est là, ceux qui vont investir en Côte d'Ivoire. Il y a la société civile qui est là. Il faut qu'on rende compte à la population, qu'est-ce qu'on fait de l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut démontrer à la population que voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous faisons pour le pays, pour que tout le monde puisse nous corriger. Gouverner autrement avec Claire pour y voir plus clair, donc un projet de société que la candidate Kwangwa Jacqueline Claire devra présenter aux Ivoiriens le 21 octobre sur le plateau de Face aux électeurs. En pleine préparation de cette émission, celle qui se propose d'apporter un soulagement aux populations explique que tout est à parfaire en Côte d'Ivoire et c'est pourquoi son projet de société prend en compte tous les domaines de la vie. La femme est au centre de tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous allons mettre l'accent sur l'éducation, comment donner des moyens aux femmes, comment faire pour que les femmes puissent s'épanouir. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'emploi des jeunes, il y a aussi le côté économique. Donc il y a plusieurs secteurs que nous allons toucher. Aussi fait noter Kwangwa Jacqueline Claire, gouverner autrement avec Claire pour y voir plus clair est un projet de société avec des spécificités pour chacune des régions du pays. Le candidat Nyambo Kakou est sur le terrain. Après la région des Grands Ponts, il a mis le cap sur l'Anyambi-Tiassa. Dans la localité d'Agboville, Nyambo Kakou a invité les populations à retirer leur carte d'électeur et de porter leur choix sur sa candidature. Le reportage d'Ami Sissoko. Agboville, vendredi 16 octobre, 15h, esplanade de la salle des fêtes de la mairie. Tout est mis en œuvre pour recevoir le candidat indépendant Nyambo Kakou. 17h30, l'invité de marque fait son entrée avec son équipe de campagne. Nyambo Kakou a détaillé au peuple aber son programme de société axé sur l'emploi jeune, l'industrialisation, la formation d'un gouvernement d'union et le retour de Laurent Gbagbo. Un programme qui rencontre l'adhésion totale des Abers exprimée par leurs différents porte-paroles. Pour la réalisation donc de ce programme, le candidat a exhorté la jeunesse à tourner le dos à la haine et à opter pour le changement. Un changement par les urnes. Pour cela, Nyambo Kakou invite les électeurs à retirer leur carte d'électeur. Peuple aber, c'est un grand rendez-vous. Ce rendez-vous se présente chaque 5 ans. Si nous ratons ce rendez-vous, ça se présentera qu'en 2020. Si nous ratons ce rendez-vous, vous allez encore être au chômage pendant longtemps. Le 25 octobre, avant d'aller au champ, avant d'aller au travail, avant d'aller à l'école,
avant d'aller où je dois aller, avant de voyager, je dois d'abord accomplir mon acte, celui de voter pour une seule personne, la seule capable de rendre une Côte d'Ivoire prospère, une Côte d'Ivoire libre, une Côte d'Ivoire dans laquelle il fait beau vivre. Ce seul candidat retenu, c'est Nyambo Kakou. Lutter contre la corruption, combattre l'enrichissement illicite, les détournements de fonds et la mauvaise gouvernance font partie des engagements de Nyambo Kakou. Le candidat à la présidentielle de 2015 envisage de construire une usine de transformation de café à Agboville, une fois à la tête de ce pays. Le candidat du Front populaire ivoirien, Pascal Affi-N'Guessan, va aussi à la conquête de l'Agnebi-Tiassa. Ce matin, il a animé un meeting à Beauville pour expliquer aux populations son projet de société. Le candidat veut restaurer la réconciliation nationale et rebâtir la Côte d'Ivoire sur des bases solides, nous explique Serge Coléa. Après son grand oral face aux électeurs sur les antennes de la RTI, Pascal Affi-N'Guessan reprend son bâton de pèlerin. Le candidat du Front populaire ivoirien FPI, celui qui veut le changement maintenant, est allé partager sa vision avec les populations d'Agboville dans l'Agnebi-Tiassa. Ici, au dire du directeur de campagne, Ncho Berekou, Affi qu'il a présenté comme le dauphin statutaire de l'ex-patron du FPI est en terrain conquis. Pascal Affi-N'Guessan prône l'unité et la paix. Il faut reconquérir ensemble le pouvoir d'État par les urnes. Pour lui, le 25 octobre, les Ivoiriens auront entre leurs mains le destin de la Côte d'Ivoire, la clé de la réconciliation. Il s'agira de faire le bon choix. Celui qui veut que Gbagbo sorte de prison, là, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'aller voter à Affi-N'Guessan, le candidat changement, pour que Gbagbo soit libéré. Celui qui veut que Simone Gbagbo, Assoadou, Lida Kwasi, Oulay Hubert, Danon Djedje, Blé Goudé soit libéré, il faut aller voter à Affi-N'Guessan le 25 octobre. Voilà l'enjeu. Au-delà de la pauvreté dans laquelle on est et contre laquelle nous allons lutter, la signification principale pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, du vote du 25 octobre, c'est la paix. Parce que sans unité, il est difficile de construire un pays. Il faut guérir la Côte d'Ivoire qui est malade. Et aidez-nous, le 25 octobre, à guérir la Côte d'Ivoire. 15 grands chantiers à mettre en route. Affi se dit prêt à diriger la Côte d'Ivoire au soir du 25 octobre. Après un meeting sous un soleil de plomb, le candidat se donne un bol d'air en communion avec le peuple abé. Affi a ensuite pris congé des populations, non sans prendre un dernier bain de foule. Encore 6 jours pour convaincre électeurs et électrices. Pour ce 9e jour de campagne, la direction départementale de la candidate du RPCP a mis le cap sur Beaunois pour une caravane. C'est la caravane de la cohésion et de la victoire d'Henriette Lagou à la présidentielle à Beaunois. Les populations ont été invitées à voter pour Henriette Lagou, nous explique Konepa Gassoro. Asseri Jacques, fils de Beaunois, la soixantaine révolue, est tout heureux. Il doit prendre part dans moins d'une heure à une caravane de sa candidate Lagou Adjoua Henriette. Il est 14 h. Henriette Lagou, tu es la meilleure. Nous irons jusqu'à la victoire. 14h30. Les choses se précisent. Les responsables de la direction départementale de campagne de la candidate Lagou Adjoua Henriette de Beaunois procèdent au dernier réglage. 15 h. Les véhicules qui composent la caravane dénommée Caravane de la cohésion et de la victoire sortent du quartier général de campagne. Direction le centre-ville. Cette caravane, selon le directeur départemental de campagne, vise à amener les populations de Beaunois à prendre part au vote, mais surtout à élire au soir du 25 octobre leur candidate Lagou Adjoua Henriette pour le changement. Il s'agit de sensibiliser cette population pour qu'ils sortent massivement le dimanche 25 prochain pour élire à la tête de cette nation une femme de grand cœur, une femme qui a décidé de donner sa vie à la nation ivoirienne, une femme qui peut véritablement réconcilier ce pays. Les hommes ont échoué et nous pensons véritablement que c'est une femme qui peut apporter la paix, la réconciliation à la nation ivoirienne. Sur les voies principales et secondaires de Beaunois, les populations, à la vue de la caravane, laissent éclater leur enthousiasme. Femme aussi là, on va essayer. Elle enfante. Elle ne peut pas permettre que l'enfant meure.
parce qu'elle supporte 9 mois. On veut femme, on veut plus garçon, on veut femme. En plus de la ville de Beaunois, 10 autres localités du département ont été visitées par cette caravane de la cohésion et de la victoire de la candidate Lagou Adjoa, Henriette. Et le directeur national de campagne du candidat Charles Konambani mobilise les électeurs à Yamoussoukro, Boisflé et Daloa. Dion Simplice invite les populations à voter le 25 octobre prochain pour son candidat. Danse au quartier général du candidat Charles Konambani à Morofé, à Yamoussoukro. À quelques jours du scrutin, le directeur national des campagnes Simplice Dion mobilise ses militants pour la victoire de Charles Konambani au soir de ce dimanche 25 octobre tant attendu. Boisflé, dans la Maraoué, a constitué l'autre étape de cette visite. Un seul message, votez massivement Charles Konambani. Je suis très satisfait du feedback. Nous savons que nous menons le bon combat et ce combat permettra à Charles Konambani d'être président de la République de Côte d'Ivoire le 25 octobre au soir. Qu'ils aillent voter le 25. Et quand ils auront fini de voter, qu'ils s'assurent que les résultats qui seront proclamés sont les vrais résultats sortis des urnes. Pour Simplice Dion, le candidat Bani sera le prochain locataire du palais présidentiel, ce pour réconcilier les Ivoiriens. Il s'agit pour Charles Konambani de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se retrouve et que la confiance existe entre les enfants de ce pays. C'est sur cette base seulement que le développement de ce pays sera possible. Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout parce qu'ils ont soif de changement et que c'est lui, Charles Konambani, qui incarne ce changement qu'ils attendent tous. Les militants se disent déterminés à élire leur candidat. Après Yamoussoukro, Boisflé et Daloa, Simplice Dion, le directeur national de campagne du candidat Charles Konambani, ira à la rencontre des militants de Djokwe et de Man. Reportage réalisé pour vous par Abou Sanogo. Le candidat Kouadio Konan-Bertin était en campagne à Yopougon où il a rencontré le COGEP. Kouadio Konan-Bertin a demandé le suffrage des électeurs de cette commune, nous dit Eugène Atoubé. Hier, Yopougon dans la région de Ouragayo. Aujourd'hui, Yopougon dans le district d'Abidjan. Kouadio Konan-Bertin poursuit sa marche à pas dru et sec sur la route qui mène au fauteuil présidentiel. Il est plus de 13 h ce samedi quand Kakabé est reçu dans l'enceinte du Mont Zatro au quartier Selmer. L'accueil du candidat Kouadio Konan-Bertin est chaleureux et enthousiaste. Chose compréhensible, ce sont les membres, militants et sympathisants du COGEP qui le reçoivent. Ce sont ses amis, ses frères et des promotionnaires d'école. Au menu, la mise en lumière du projet de société du candidat Kakabé et en réponse, la présentation par les jeunes du COGEP d'un tableau sombre, ressassant tout ce qui, selon eux, constitue leur mal-être et leur mal-vivre. Kouadio Konan-Bertin a fixé la condamnation pure et simple de cette situation avant de se proposer de la corriger dès son accession au pouvoir d'État. Je dis, mon ambition, c'est de mettre les jeunes au travail. Qu'ils soient COGEP, qu'ils soient PDCI, qu'ils soient FPI, qu'ils soient RDR. C'est de mettre les jeunes au travail. Mais faire en sorte que le travail en Côte d'Ivoire n'ait pas de couleur politique. Il ne faut pas donner de travail aux militants d'un parti. Donnons les mêmes chances, les mêmes droits à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, qu'il y ait une compétition saine, qu'en fonction des compétences des uns et des autres, chacun puisse se construire une vie à la sueur de son front. Évidemment, moi, je vais faire en sorte de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Conformément aux leçons que nous donne tous les jours l'extérieur, et notamment Obama par exemple, qui nous demande de privilégier la mise en place d'institutions fortes. Après Yopougon, Kouadio Konan-Bertin a organisé une conférence de presse à son quartier général aux deux plateaux Les Perles. Il dit ne pas être favorable à une prorogation du retrait des cartes d'électeurs, processus qui devrait prendre fin depuis ce samedi à 18 h.
Le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, poursuit sa campagne. Ce samedi, il était dans la région du Gbeke où il a échangé avec les populations. Elles ont été invitées à voter pour le RHDP. Les cadres et élus de la région ont eu des rencontres avec le candidat Alassane Ouattara. Viviane Aïmé pour le reportage. En partance ce samedi 17 octobre pour le Gbeke, Alassane Ouattara fait une halte au village de campagne du RHDP de Port-Boué. Affluence record. Ici, ni l'ethnie ni la religion ne sont des critères de référence. On est RHDP et fier d'être ivoirien. Direction Bouaké, la capitale du Gbeke. La visite d'Alassane Ouattara soulève les foules. Ce président sortant est considéré comme le fils qui a redonné un nouvel élan, un nouvel espoir à toute cette grande région par ses nombreuses réalisations. Liesse carnavalesque dans toute la ville. Si le Gbeke considère ce fils prodige comme son champion, il lui promet un soutien conséquent. Alassane Ouattara a eu une grande rencontre avec les élus et cadres RHDP de la région. Je vous demande d'aller partout, aussi bien sûr à Bouaké que dans les localités, dans les villages, partout, dire à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à tous les Ivoiriens de voter massivement. Et c'est pour cela que c'était important de retirer les cartes d'électeurs, parce que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur où est-ce que nous en étions. Il m'a dit que c'était très timide jusqu'à hier, mais il y a un engouement aujourd'hui. Mais cela ne suffit pas. J'espère que tous ceux qui sont dans cette salle ont leur carte d'électeur. Voilà, je parle de la nouvelle carte d'électeur. Alaïssan, allons seulement, lui ont-ils dit. Est-ce que vous allez voter? L'émission Face aux électeurs ne vous sera pas proposée ce soir en raison du retrait du candidat Essi Amara de l'élection présidentielle. Voilà, place maintenant à la page culture de cette édition. Information et désinformation de Samba Koné fait une analyse critique des journaux qui n'ont cessé d'appeler à la haine et à la révolte le peuple ivoirien lors des élections présidentielles de 2010. Où sont donc passées l'éthique et la déontologie des journalistes pendant cette période électorale? Comment traiter l'information en période de crise? Nous nous tournons à présent vers notre invité, M. Samba Koné. Bonsoir. Bonsoir, madame. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, en décidant de regarder dans le rétroviseur, parlant du traitement de l'information à la présidentielle de 2010, n'est-ce pas une manière de remuer le couteau dans la plaie? Mais je ne pense pas qu'il faille considérer que j'ai remis le couteau dans la plaie. Je voulais simplement faire un état des lieux pour la mémoire d'abord. Je pense qu'il ne faut pas occulter les faits qui se sont déroulés en 2010. La presse ivoirienne a été tout le temps, durant ces 10 années, accusée d'un mal professionnel qui ne disait pas son nom. On nous a même comparé à la presse rwandaise à un moment donné. Donc il fallait faire l'état des lieux et faire la part des choses entre ce qui est fait par les journalistes et ce qui est dit par les hommes politiques. Et justement, concernant les statistiques, vous annoncez des statistiques, les journalistes sont responsables à 56% de cette crise post-électorale et les politiques à 44%. Pas au cours de la crise post-électorale, mais au cours des événements. À l'OLPED, nous avons fait des études et nous avons constaté que dans la plupart des cas, les hommes politiques interviennent dans les incitations diverses pour 44% et les journalistes de leur propre chef décident d'inciter pour 56%. Donc c'est vraiment, on dirait à peu près 50-50 de part et d'autre. Il y a d'une part les journalistes qui sont responsables des incitations relevées et d'autre part aussi il y a les acteurs politiques qui sont responsables des incitations relevées. Donc pour la crise post-électorale, à qui la faute?
n'ont pas demandé à accabler qui que ce soit. Nous constatons les faits. Ce sont les faits qui importent, les commentaires étant libres. C'est des faits que vous décrivez aussi. Voilà. Alors, nous allons prendre des séquences. Je vous en prie. Cet homme-là veut gouverner ce pays après avoir sémé la mort et la désolation. Est-ce possible? Est-ce normal? Est-ce juste? Non. Tuer pour s'emparer du pays, les Ivoiriens ne peuvent l'admettre et l'accepter. C'était des écrits. Oui. Un écrit qu'on relève dans la organe. presse. Oui. Et dans le livre en question, justement, vous aurez et la page, et le titre du journal dans lequel cela a été relevé, et la page, et toutes les informations nécessaires pour faire des archives, par exemple. D'accord? Et là, vous avez lu un passage, vous pouvez en lire d'autres, de l'autre pendant. Ces genres de passages, on en a relevé durant ces 45 jours, c'est-à-dire du 15 octobre 2010 au 30 novembre 2010. Pendant 45 jours, on a relevé de tels passages dans l'ensemble des journaux. Et donc, c'est vrai, c'est des titres peut-être pour accrocher. Non, c'est plus souvent... Est-ce qu'on pourrait expliquer ça? Je ne pense pas que pour ce se soit faire des titres. Vendre, non? Oui, on pourrait en parler de cet aspect aussi des ventes, parce que nous avons relevé, entre autres, par exemple, que les journaux qui sont les plus indexés, c'est-à-dire ceux qui pratiquent vraiment tout sauf l'information, qui font plus de la communication, sont ceux-là même qui sont les mieux vendus par rapport à ceux qui observent les règles d'éthique et de déontologie. C'est un anachronisme parce qu'en fait, le lectorat est là aussi pour réguler la presse. Donc, il y a une responsabilité aussi de la part des lecteurs. Bien évidemment, la presse est le miroir de la société. Et si la société n'est plus régulée, la presse n'est plus régulée, il y a un souci. Et là, on a constaté effectivement que le lectorat joue un rôle important. Donc peut-être qu'on devrait aussi attribuer des pourcentages au niveau des lecteurs, également au niveau des organes de régulation. On aura du mal à attribuer des pourcentages au niveau des lecteurs parce qu'on n'a pas de statistiques sur les ventes des lecteurs. On ne peut pas dire que les lecteurs achètent parce qu'il y a tel tir à la une. Mais quand il y a de la manipulation à outrance dans les journaux et que les lecteurs s'en approprient à une cadence assez effrénée, on a vu ça pendant la campagne électorale. La vente a flambé de façon exponentielle pour certains titres, qui étaient manifestement ceux qui ne pratiquaient pas du tout les règles d'éthique et de déontologie. On s'est posé la question. Par exemple, la manipulation a été dans les deux camps. Dans les deux camps, au second tour, la manipulation a été vraiment la chose la plus utilisée pendant cette campagne-là. Quand on dit par exemple qu'un automobiliste, Djoula, a tué un cycliste BT, qu'est-ce qu'on recherche en fait? Quel est le fait le plus important ici? C'est un fait divers. Donc il y a la désinformation, il y a la manipulation. Il y a la manipulation. Nous allons suivre ensemble ce résumé et puis je vais vous poser la question. C'est-à-dire, quelle est votre observation? Puisque nous sommes en campagne, c'est l'actualité, on est en campagne électorale. Est-ce que quelque chose a changé? Mais avant, on va regarder cet élément. Information et désinformation, la presse ivoirienne aux élections présidentielles de 2010, une œuvre écrite par Samba Koné. Elle jette un regard rétrospectif sur la presse ivoirienne lors de cette élection. Au travers de cette œuvre, Samba Koné situe la responsabilité des journalistes quant à leur dérive dans la couverture de la présidentielle d'octobre 2010. Lesquelles dérives, selon lui, ont plongé la Côte d'Ivoire dans une profonde crise qui a fait, selon les chiffres officiels, plus de 3000 morts. L'ouvrage reprend notamment des titres, mais aussi des articles produits durant cette période, en totale contradiction avec les règles de l'éthique et de la déontologie. L'auteur a relevé, à travers son analyse, que la presse ivoirienne a contribué pour plus de 50% à la crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Ce livre se veut, selon son préfacier Ibrahim Savané, un document d'analyse pour les journalistes et les étudiants en journalisme. En 352 pages, informations et désinformations, la presse ivoirienne aux élections de 2010, après avoir situé les responsabilités, on appelle à plus de professionnalisme de la part des journalistes à 8 jours de l'élection présidentielle du 25 octobre. Samba Koné est journaliste chroniqueur, ancien président de l'Observatoire de la liberté de la presse et de la déontologie OLPED et du réseau des instances africaines d'autorégulation des médias. Voilà, M. Samba, nous sommes à quelques jours seulement de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Vous avez suivi, je sais comme nous, la campagne électorale. Quand vous regardez les différents écrits,
Quel est votre regard? Bon, je dirais qu'il y a une similitude entre ce qui est écrit maintenant et ce que nous avons vécu en 2010. Et la similitude se situe à différents niveaux. Ils ont signé, les acteurs politiques ont signé un code de bonne conduite. En 2010, ils ont signé un code de bonne conduite. Et ce que nous avons constaté pour la première semaine de campagne, après la signature du code de bonne conduite, 48 heures après, dans les journaux, nous avons eu encore à relever des invectives. Alors on se demande bien à quoi sert un code de bonne conduite si ce n'est pas pour l'observer. Vous savez, ce sont ces similitudes-là que nous relevons. Et de notre point de vue, il n'y a pas grand changement dans la lecture de la presse que nous faisons maintenant. Est-ce qu'il y a donc menace, vous pensez? Je ne dirais pas qu'il y a menace, forcément. Non, je ne jette pas les gorilles, comme on dit. Moi, je constate les faits. Je dis simplement que la presse ivoirienne en 2010, en 2015, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Quelle est, pour vous, selon vous, quelles sont les raisons de cette désinformation? Les raisons, une des raisons, il y en a certainement plusieurs. Une des raisons, c'est l'appartenance quasi permanente des journaux à des chapelles politiques. La majorité des journaux ivoiriens, excepté peut-être un ou deux titres, je ne parle pas de Fraternité Matin qui est un journal de service public, excepté donc un ou deux titres, la majorité des journaux ivoiriens sont adossés à des acteurs politiques ou à des partis politiques. Donc les journalistes, en quelque sorte, n'ont pas la main libre. Ce n'est pas que... non, on peut être travailleur d'un journal... d'un parti politique, adossé à un parti politique, mais être professionnel, l'un n'empêche pas l'autre. Au contraire. Il n'y a pas risque d'être envoyé? D'être envoyé, pourquoi? Parce qu'on a fait son travail de façon professionnelle? Non, je ne pense pas. Il y a des cas d'école dans notre pays où des journalistes, bien qu'adossés à des partis politiques, font preuve de professionnalisme. Et il y a certains, peut-être, qui confondent le métier de journaliste avec celui de communicateur. Parce qu'entre la communication et le journalisme, il y a... La différence, rapidement. La différence, le communicateur ou la communication, c'est faire vendre. C'est amener quelqu'un à adopter un certain comportement. Vous voyez, rapidement, on fait de la communication pour vendre un médicament. D'accord? On va faire de l'information quand vous allez lire la notice à l'intérieur du médicament. C'est-à-dire la notice va vous dire ce qui est les effets secondaires du médicament. La communication ne va jamais vous montrer le côté négatif d'un produit. Il va toujours vous montrer le bon côté, pour que vous ayez un comportement. L'information va vous montrer aussi et le bon côté et le mauvais côté. Alors, vos propositions, pour terminer, M. Samba, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 25 octobre. Vous êtes ancien président de l'OLPED. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux journalistes? Simplement de travailler selon les règles de l'art. Nous avons un métier avec un code que nous avons adopté nous-mêmes en 92. On ne l'a pas imposé. On était toujours sensibilisés. Les organes de régulation existent, oui, mais la plaie... La plaie, elle est là parce que certains ont choisi le métier comme un passage. Et certains ont choisi le métier parce qu'ils aiment ce métier. Et quand on aime le métier et quand on veut le pratiquer, on le pratique selon les règles de l'art. Et quand on le pratique selon ces règles-là, on a très peu d'inquiétude à se faire. Médias privés, vous croyez encore en cette indépendance de notre presse? Il faut bien que les journalistes soient quand même indépendants dans la tête déjà, parce que ça ne se décrète pas par un arrêté, l'indépendance. Il faut déjà accepter soi-même de pouvoir travailler selon les règles et imposer ces règles aux besoins au patronat. Et c'est en cela que dans certains pays, on a vu naître des sociétés de rédacteurs pour amener justement les journalistes à faire preuve de professionnalisme et à imposer les règles professionnelles à un patronat qui se voudrait plutôt financier, économique ou politique. Merci beaucoup, M. Samba Koné. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir pour moi, madame. Hors de la Côte d'Ivoire en Guinée, Alpha Condé est annoncé vainqueur de la présidentielle selon les derniers résultats provisoires du premier tour proclamé par la commission électorale CENI. Il obtiendrait près de 2,2 millions de voix sur environ 92% des 6 millions d'inscrits, un score qui lui assure donc une majorité absolue dès le premier tour. L'opposant, Cellou Dalein Diallo, appelle à des manifestations le moment venu. Avant de nous séparer, rappelons que la commission électorale indépendante porte donc à la connaissance des électeurs inscrits sur la liste électorale que la distribution des cartes d'électeurs initialement prévue pour prendre fin le samedi 17 octobre 2015 est prorogée jusqu'au mercredi 21 octobre 2015 à 17h. Délai de rigueur. Voilà, c'est la fin de ce journal réalisé par Arlène Poka et Mariette Alangba. Ce journal a été supervisé par Hugues Veblé. Merci à vous tous de votre aimable attention.